Bienvenue à Berlin. C'est ici que notre voyage commence, dans cette manifestation. Peut-être que vous vous demandez ce qu'on fait là. C'est censé être un podcast sur la Palestine après tout. Patience, je vais tout vous expliquer. Yallah, je t'emmène. Vous l'aurez deviné, c'est une manifestation pour la Palestine, pour un cessez-le-feu à Gaza. Et vous savez aussi certainement pourquoi. Le 7 octobre, on l'a désormais tous et toutes en tête. C'est le jour où le Hamas a conduit des attaques sans précédent contre Israël. Bienvenue dans votre jour ce matin. La branche armée du groupe palestinien Hamas a lancé une opération armée intitulée Al-Aqsa sur le territoire israélien. Une salve de roquettes a précédé cette opération. L'armée israélienne riposte dans l'enclave palestinienne à suivre. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte de l'ampleur des événements. Des combattants infiltrés, des morts, des blessés, des otages, des parachutes, un bout du mur abattu, des scènes de liesse et de désespoir. Tout se mélangeait. À ce moment-là, ça fait presque 2 ans que je vis et travaille en Palestine, à Ramallah plus exactement, à 15 km au nord de Jérusalem, en Cisjordanie. En 2 ans, vous vous imaginez bien que j'ai eu le temps de me construire une vie, nouer des amitiés, des amours, acheter une voiture, aller au travail, au sport, bref, c'est en Palestine que je vis et c'est là-bas que je veux vous emmener. Sauf que le 7 octobre, je n'étais pas à Ramallah. En fait, j'étais en vacances. J'avais coupé mon téléphone et tous mes réseaux. Comme tout le monde, je m'étais naïvement dit... Il faut déconnecter, parfois ça fait du bien. Oui, mais quand en ce fameux 7 octobre 2023, je décide de rallumer mon téléphone, une cacophonie de notifications, des messages, des dizaines et des dizaines de messages. Tu es où ? Est-ce que tu es là-bas ? Est-ce que tu es en sécurité ? Comme je vous le disais, ça fait presque 2 ans que j'habite en Palestine. Alors à force, je commence à savoir que si mes amis et ma famille me demandent, c'est que l'information est assez grave pour être parvenue jusqu'en France. Et puis, la nouvelle est tombée. Interdiction de rentrer là-bas tant que la situation ne se serait pas durablement calmée. Ce qui devait être des vacances déconnectées s'est transformé en évacuation forcée, sans imaginer que je ne pourrais pas rentrer avant des mois. Des mois. Et pour être honnête, si à ce moment-là on me l'avait dit, je n'y aurais pas cru. Pourquoi ? Parce que, quand on habite en Palestine, les périodes de tension relèvent du quotidien. Et on construit son quotidien avec la possibilité que tout peut arriver à n'importe quel moment. Des attaques sur la route, des barrages militaires inopinés, des bombardements à Gaza, une attaque au couteau à Haïfa, des menaces à la bombe à Jérusalem et j'en passe. Mais vous et moi, on sait maintenant que le 7 octobre et ce qui s'en est suivi, encore au moment où j'enregistre, est bien plus grave que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et moi, je me retrouve ici, à Berlin, évacuée, comme ils disent. Alors, chaque semaine, je m'égosille dans les manifestations pour la Palestine, pour appeler à un cessez-le-feu. C'en est presque thérapeutique à ce stade, tous impuissants, spectateurs du pire en live sur nos téléphones et pour ma part, bloqués ici sans perspective de retrouver ma vie, mes amis, mes amours. Alors je n'ai qu'une seule idée en tête, repartir dès que possible. C'est dur de l'expliquer à ceux que j'aime. Allô ? Je suis contente de t'avoir. Ça, c'est ma grand-mère. C'est probablement elle qui me le dit le plus directement. Comment ça se passe là-bas ? Tu vis bien le fait que ce soit un pays en guerre, ça va ? Elle ne comprend pas que c'est risqué, Non, arrête de rire. que je ne devrais pas repartir. Tu sais, ici, moi je t'ai au téléphone, donc je suis rassurée, je suis bien. Et je te l'ai dit, quand je dis ma petite fille, elle est en Palestine, elle est... Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Mais c'est risqué, c'est tout. Voilà la réaction de nous, pauvres Européens, dans notre France. Comment lui faire comprendre ? Non, je n'y vais pas pour le goût du risque. Évidemment que je culpabilise. Je ne veux pas qu'elle se fasse du souci pour moi, ni elle, ni les autres qui s'en font aussi. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Fais très attention quand même à toi. Les choses très fort. Tu raccroches, bon après-midi et fais attention à toi. À toi aussi, gros bisous mamie. Tu raccroches, sinon Oui. je vais rester avec toi l'après-midi. Hein. Bisous ma grande, je t'embrasse très fort, je t'aime. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que vivre en Palestine, c'est aussi et surtout un privilège. Oui, je sais, ça peut paraître contradictoire, mais vous allez comprendre. Pour ça, je vous présente Dia. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. On se retrouve dans un café à Paris. C'est là qu'il vit. Merci.
Dia sourit tout le temps. Il fait des blagues. Il irradie l'atmosphère partout où il va. C'est un soleil. Oui, parce que vraiment, cette déformation de la langue arabe. Tu peux être avant rien. Botaji, forchetta. Non, je dis pas forchetta. C'est ni français ni arabe, forchetta. S'il te plaît. C'est vraiment. Il est né et a grandi en Jordanie. Mais comme 60% des Jordaniens, il est d'origine palestinienne. Ma famille, mon père, il vient d'une ville de Palestine qui s'appelle Ibran, Khalil. Ma mère, elle est née en Jordanie, à Amman, mais son père et sa mère, les deux sont nés à Jérusalem. Donc, je suis palestinien de deux côtés. Mais moi, je suis né en Jordanie, donc je suis jordanien d'origine palestinienne et que j'adore la Jordanie et je suis fier de mes origines palestiniennes. Son histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en 1948, il y a eu la Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe. Aujourd'hui, vous savez sans doute ce à quoi ça fait référence. C'est 700 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été chassés de chez eux. Beaucoup sont partis avec la clé de leur maison, pensant qu'ils pourraient revenir. Sauf que très peu ont pu effectivement retrouver leur terre. Sauf que je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens que dans mes livres d'histoire à l'école, on associe cette date, 1948, à la création de l'État d'Israël. Dia, lui, fait précisément partie des nombreux Palestiniens et Palestiniennes dont les grands-parents ont dû fuir la violence et aujourd'hui, lui, comme la majorité des descendants palestiniens, ne peut pas rentrer en Palestine aujourd'hui. Et j'ai été refusé 3 fois. La dernière fois, tout a été changé en l'année 2000. En fait, la deuxième intifada qui a commencé, j'ai été refusé d'avoir un visa par l'ambassade pour me donner mon frère, ma mère et mon père. Donc, mes parents et mon frère vont aller pendant 2 semaines. Moi, je suis resté tout seul à la maison. Mais le soir, par exemple, je ferme tous les rideaux, je ferme tout parce que je pars, j'ai 14 ans. Et le fait que je ne suis pas allé, c'était vraiment horrible. Surtout que j'ai passé beaucoup d'été là-bas. Et je me souviens, mon père m'a dit, il y a 2 raisons pourquoi tu étais refusé. D'abord, ils ont peur de cet âge. Et la deuxième raison, c'était que si ils ont donné le visa pour tout le monde, ma mère, mon petit frère et mon père, s'ils me donnent aussi le visa, peut-être on n'a pas de raison pour rentrer. Alors si vous avez bien suivi, quelque chose aurait dû vous faire tiquer, non ? Allez-y, prenez votre temps. Je me sers un thé. Toujours pas ? Dia est palestinien, mais il lui faut un visa pour aller en Palestine. Visa qui lui sera délivré, ou non d'ailleurs, par les autorités israéliennes. Vous vous imaginez, vous, être français et avoir besoin d'un visa pour aller en France ? Et pourtant, Dia se considère comme chanceux. Alors, la première fois que je suis allé en Palestine, c'était en 1997. J'avais 8 ans. Tous les étés, on reste en Palestine. On peut aller à Haïfa, je suis allé à Tel Aviv, à Safad, Tabaria, même on était à Gaza aussi. Je te jure. On a fait la Tania, Akko, la montagne de Carmel, à Haïfa. Donc c'est vraiment incroyable cette pays. Et j'ai des amis, on a une petite maison, c'était incroyable. Et on est très chanceux comme famille pour avoir l'opportunité d'aller, parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ne sont pas des papiers. Par exemple, mon oncle, une carte d'identité, et depuis, il n'a pas pu rentrer. 40 ans peut-être, 30 ans. Un jour peut-être, Dia pourra revoir la Palestine autrement qu'à travers mes yeux, ceux d'une étrangère qui peut aller chez lui, sans lui. Je pense que c'est un jour, si je peux aller, je vais aller exactement à notre maison, à un endroit où je connais, à Ramallah surtout. Donc oui, c'est un rêve. J'ai rêvé plusieurs fois. J'ai rêvé que quand je me réveille, maman, aujourd'hui j'ai rêvé que je fais un Ramallah. Vous comprenez maintenant ? Oui, c'est risqué d'aller là-bas, surtout en ce moment, mais c'est aussi un immense privilège. Les vols ont repris. Ça fait des mois maintenant que je suis bloquée en Europe. Des mois que la situation à Gaza va de mal en pis, et pareil en Cisjordanie. Mais je veux repartir. Intime évidence que je ne sais pas bien comment annoncer à mes proches, mais je sais qu'ils m'aiment trop pour me retenir. Alors je boucle mes bagages, fais mes derniers au revoir, et c'est parti pour rentrer à Ramallah. Mais cette fois, je ne veux pas partir seule. Je veux vous montrer, et que vous compreniez la situation à Ramallah et en Cisjordanie. Yallah, je t'emmène. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode du podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de voyager avec moi. Vous vous doutez bien que j'ai quelques remerciements à faire avant de vous laisser, alors pour cet épisode, j'aimerais remercier Dia pour l'inspiration, ma famille pour ne pas me retenir, Odey pour m'avoir assisté au studio, Karim et Ranim pour cette musique que vous entendrez tout au long de ce podcast, Sarah et Lys pour ce joli visuel. Toutes celles et ceux qui par leur retour me poussent à l'exigence avec une mention spéciale pour Cécile. Et enfin Mewen, aussi et surtout, qui comme on dit est celui sans lequel ce podcast n'aurait pas vu le jour puisque c'est lui qui en a eu l'idée, qui me conseille et m'encourage. Shukran jazila. Que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'en parler autour de vous, de le partager. On compte sur le bouche à oreille, alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.